Merci d'être là, Michel, parce qu'on avait vraiment avec Hervé beaucoup envie de défendre ton film qui nous a, enfin j'imagine vous aussi, parce que vous venez, on est 500 à avoir vu le film là, maintenant ce soir, enfin en tous les cas, et on a été totalement, mais au-delà d'être bouleversé, on a été bluffé par tellement de choses dans ce film, par la technique, on veut que tu nous expliques plein de trucs, parce que voilà, la genèse de ce projet quand même incroyable. La genèse, en fait, c'est un film qui m'a été proposé. En fait, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, Jean-Claude Grimbert, qui est l'auteur du livre, c'est un ami de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans, donc c'est comme un oncle pour moi, je le connais depuis toujours. Et on m'a envoyé les épreuves du livre avant qu'il soit publié. J'ai trouvé l'histoire magnifique. Moi, je suis né en 1967, donc la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, c'est l'histoire de ma famille, mais c'est pas mon histoire. Générationnel, non, c'est sûr. Moi, j'ai passé ma jeunesse à rigoler. C'est les années 80. Oui, ouais, c'est ça. Donc je n'avais pas spécialement envie de faire un film dans ce contexte-là. Mais la beauté de l'histoire, enfin la force de cette histoire, fait que, et puis le fait que ce soit Grimbert qui a écrit, tout d'un coup j'étais en sécurité sur la note du film, et aussi le fait, bon alors évidemment quand même la Shoah, c'est dans notre histoire familiale, c'est quand même quelque chose qui était très présent. Et aussi, ça peut paraître anecdotique, mais comme réalisateur, ça a joué quand même le fait moi, j'ai toujours dessiné, enfin depuis que j'ai 10 ans, j'ai toujours dessiné. Donc là, tout d'un coup, il y avait un truc qui touchait à plein d'endroits très intimes. Et voilà, donc c'est ça qui m'a un peu poussé. Tu avais fait des études de dessin à un moment Des études d'art. Ah oui, tu avais une formation. Ah oui, mais en fait, dans une école d'art, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait une école d'art, on dessine pas tellement en fait. Ça ressemble plus à un asile psychiatrique. Vous confirmez, là il y en a 3 qui sont comme ça. Non mais c'est vrai, on vous engage à développer votre personnalité, enfin... À boire des coups. Bah, s'il y en a, si leur personnalité c'est de boire des coups, bah faites ça, c'est très bien. Donc moi le dessin était vraiment une pratique très, très intime là aussi. Et d'ailleurs ça a été assez douloureux pour moi de faire une sorte de coming out, quoi, c'est-à-dire de montrer des dessins. C'est courageux, c'est vachement courageux parce que tu vois, alors que tu es toujours dans la fiction, dans tous les cas, dans des projets qui sont voilà, une prise de vue réelle, voilà, une prise de réel et tout ça, et c'est vrai que. Mais au départ, je pensais que j'allais leur donner des dessins, puis qu'ils feraient le truc, et que ce serait super et tout, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, j'ai passé 5 ans à dessiner. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup progressé, par contre, en dessin, donc je suis content. Mais ça n'a pas été un film simple à faire. C'est tourné en France, toute la technique, ou vous avez tourné? Alors, bon, on ne tourne pas un film d'animation par définition. C'est tout en France. On avait quand même dans le process d'animation, il y a une partie qui s'appelle l'assistana, qui sont les gens qui refont les dessins derrière les animateurs pour les mettre... voilà. Et donc ça, il y a une partie de ça qui a été faite en Hongrie, mais basiquement, tout était en France. Okay. Toi, tu avais fait l'esquisse des personnages, c'est ça? Moi, j'ai fait les personnages, et tous les personnages, tous les figurants, tous, et tous les êtres humains, en fait. Et après, il a fallu les redessiner un peu à plein d'étapes et tout. Donc c'est un boulot... Et combien de personnes a travaillé sur la partie dessin déjà? Il n'est pas très long le générique, hein. C'est pas très très long, mais je dirais... alors les gens qui dessinent les décors, c'est une équipe, et eux, ils devaient être peut-être une dizaine, un truc comme ça. Et les autres, les animateurs, j'ai dû avoir 20-25 animateurs, mais pas sur l'ensemble du truc. Puis après, les assistants, pareil, 25 personnes, un truc comme ça. Quand même. Et tout ça sur à peu près 5 ans, c'est ça? Un peu de travail. Ok. Alors, quand on s'attelle à l'adaptation d'un
d'un conte, celui de Grimbert. Quelle est la première difficulté que tu as eue? Ça a été quoi? Comment transposer l'écrit sous la forme de dessin? Ça a été limpide, facile dans ta tête ou... La première difficulté, je ne sais pas, parce que en fait, il y a ou que facilité ça tout le temps. peut-être. Enfin, non, mais faire un film, c'est que à chaque jour, il y a des difficultés, mais en fait, c'est pas tellement. Vous réfléchissez pas du tout comme ça, parce que sinon, on n'irait jamais, mais c'est plus quel est le premier mouvement, quoi. Donc, moi, le premier mouvement, c'est en fait quand j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression de lire un classique. Je me suis dit, mais en fait, cette histoire a toujours existé. C'est l'impression que j'ai eue. Et donc je me suis dit, en fait, il faudrait arriver à faire la même chose en film, c'est-à-dire donner l'impression d'un film que c'est un classique, quoi, comme si le film avait toujours été là. Alors le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller enregistrer la voix de Trintignant. Bah oui, c'est Trintignant. Hein. C'est Jean-Louis Trintignant, parce que justement, je trouvais qu'il est, d'abord, au-delà d'avoir la plus belle voix du cinéma français, je trouve que l'homme, ce qu'il a traversé, qui il est, ce qu'il dégage, ce qu'il raconte, tout ça passe dans sa voix. Et je trouvais qu'il y avait ce côté de là où il parlait. Je trouvais que c'était vraiment le narrateur idéal. Et en plus, c'est un acteur qui est... c'est vraiment du cinéma classique, quoi. Donc voilà, donc ma première chose, c'était ça, et c'était un peu cette réflexion-là, un peu comme... vous savez, des fois, comme un sculpteur, en fait, qui a un bloc de marbre, en fait, la sculpture, elle est à l'intérieur. Il suffit juste d'enlever ce qui n'est pas la sculpture, d'une certaine manière. Dit comme ça a l'air très simple. Mais en fait, c'était ça que je voulais réussir à faire, c'est-à-dire se dire, le truc était là, quoi. Il faut juste l'exhumer d'une certaine manière. Je voudrais poser une petite question. Qui connaît le livre, qui a lu le livre de Grimbert dans la salle? On voit un petit peu... D'accord. Oui. Merci pour votre venue, pour ce magnifique film. Merci. J'avais une question par rapport au ton que le film a. C'est-à-dire, au début, on a quelque chose de très féerique, un peu onirique, très, très prude. Et à un moment, on tombe vraiment dans l'horreur brute de la Shoah. Et est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans le livre, dans le conte, ou est-ce que c'est une volonté qui vient de vous? Eh bien, c'est une très bonne question. Non, mais c'est vrai en plus. Non, c'est pas comme ça dans le livre. Dans le livre, le parallèle entre l'univers du conte et ce qu'on pourrait appeler la réalité, c'est-à-dire l'histoire de ce couple dans un wagon de déportation, il est placé dès le début. Et en fait, l'histoire avance un petit peu en parallèle. Et pour tout vous dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est remercié au générique, dans la première version, j'avais à peu près, plus ou moins, gardé cet équilibre-là. Et c'est Jacques Audiard qui a lu le scénario. Il m'a dit, écoute, moi j'ai un problème, c'est quand je vois... dès que tu me racontes un couple qui est dans un wagon de déportés, je connais la fin, en fait. Et donc, du coup, en fait, ça m'a vraiment troublé. Et donc, du coup, j'ai complètement changé par rapport au livre. Enfin, oui, si, j'ai quand même... C'est le plus gros changement par rapport au livre. C'est que j'ai fait rentrer la réalité... La réalité rentre petit à petit dans le récit. Et en fait, elle s'immisce presque, pas malgré moi, mais en tous les cas, c'est à travers les yeux des personnages. C'est des personnages qui sont des incultes, des gens qui... C'est pas des gens du verbe, si vous voulez, c'est des gens qui vivent... C'est des personnages de conte, en fait. Et c'est à travers leurs yeux, à eux, qui, eux, vont découvrir l'horreur de ce qui s'est passé, et nous, on suit, en fait, leur trajet. Et donc, c'est un mouvement qui n'est pas du tout celui du film. Et donc, ça donne un mouvement qui est derrière à impliquer beaucoup de choses en termes de graphisme, en termes de tout et tout, qui est... On part... En fait, je trouvais ça beaucoup plus intéressant parce que, en gros, le film part de l'ultra-fiction, c'est-à-dire de l'animation. Il était une fois un ogre, un enfant. Enfin, on est vraiment on ne peut pas faire plus fiction que ça pour finir Gare de l'Est, dans un truc qui est très, très ancré dans la réalité, même si c'est de l'animation. Et par rapport à la représentation de la Shoah, par rapport à la représentation, etc., le fait qu'aujourd'hui, je trouvais que ce qui était intéressant dans cette démarche-là, c'est que pendant très très longtemps, la représentation de la Shoah était, je dirais, pas bloquée, mais
on était dans l'ère Lanzmann, si vous voulez. C'est-à-dire, il y avait le documentaire et le documentaire. Et tout ce qui était fiction, etc., d'une certaine manière, était interdit. Mais maintenant, les enfants de 10 ans, ils ont un rapport à la Shoah qui est le même que moi par rapport à l'affaire Dreyfus, si vous voulez. Donc, c'est de l'histoire. Et donc, le sens de l'histoire fait que la fiction va s'en emparer. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir cette espèce de réflexion sur fiction et réalité par rapport à ce sujet. Difficile de prendre la parole après un tel film. Moi, je voulais dire que j'avais lu le livre, donc j'étais curieuse de voir ce que vous aviez pu en faire. Et au-delà du fait qu'on pourrait se dire c'est une énième histoire sur la Shoah, en fait, de le traiter comme vous avez fait, ça magnifie cette histoire, ça lui donne une force. Je pense que le dessin permet en prime d'accentuer une expression de visage. C'est encore plus puissant que d'avoir un acteur en face de soi. Et j'ai beaucoup de mal, excusez-moi, mais je suis vraiment très très prise par ce film. Je ne sais pas si les sans cœur ont un cœur, mais je peux vous dire que le mien, il bat très fort et qu'il a été serré pendant toute la durée de ce qu'on vient de voir. Et je voulais simplement vous dire merci pour ça. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous en êtes très bien tiré, je vous rassure. Et, sur l'animation, enfin, il n'y a pas vraiment de questions, mais je répondis quand même sur ce que vous disiez. D'abord, moi, mon objectif principal était de prolonger la voix de Jean-Claude Grimbert au cinéma. C'était ça mon rôle premier, c'était pas de réinventer la roue, quoi. Donc j'ai vraiment essayé de prolonger. Donc ça veut dire évidemment trahir le texte, ça veut dire réinventer des choses, en enlever d'autres, etc. Mais pour créer une équivalence filmique à une œuvre littéraire. Et par rapport à l'animation, comment dire, le dessin, en tous les cas, permet de suggérer des choses. C'est-à-dire qu'à la différence d'un acteur, l'acteur, il fait semblant. Il fait semblant, là, il aurait fait semblant d'être dans un train de déporté, il aurait fait semblant de... Et il y a quelque chose qui est, je ne dirais pas que c'est immoral, mais il y a quelque chose, en tous les cas pour moi, qui est un peu gênant, etc. L'avantage des dessins, c'est que les dessins, ils font pas semblant. Les dessins, ils suggèrent, en fait, c'est des dessins, en fait, c'est rien d'autre. Et donc, effectivement, ça laisse une grande place d'interprétation au public, aux spectateurs, parce que ça reste très ouvert. Un dessin, c'est juste une suggestion, quoi. Donc voilà, ça me semblait être la forme, en ce qui me concerne, la seule forme possible pour aller sur ce terrain-là. Voilà. Vous avez dit que ce film vous avait été proposé, mais est-ce que vous aviez déjà eu en tête de faire un film d'animation ? Et pour celui-ci, est-ce que vous avez eu d'autres références dans l'animation, ou est-ce qu'au contraire, vous avez voulu faire quelque chose qui vous soit propre et ne pas vous inspirer d'autres œuvres ? J'avais pas un grand rapport à l'animation. D'ailleurs, j'en ai toujours pas je suis pas du tout un spécialiste de l'animation. J'avais eu un projet d'animation, mais qui était de la comédie, enfin qui était plutôt sympa, mais pas du tout. Celui-là, je dirais pas qu'il est sympa, quoi, mais voilà. Mais je l'ai pas fait, et peut-être que je le ferai un jour, mais je sais pas. En revanche, dans l'idée que je développais tout à l'heure de se dire, je voudrais faire un film qui ait l'air d'être un film classique, évidemment, mon premier réflexe a été Disney, en fait. Je me suis dit, on peut faire un truc qui ressemble au premier Disney, voilà. Et puis en fait, je m'en suis vite, un peu affranchi, parce que c'est un peu trop rond, c'est un peu trop enfantin, c'est un peu trop rassurant, en fait. Le dessin Disney est assez rassurant. Donc, j'ai été plutôt du côté de la peinture, et notamment, je sais pas, les cieux, par exemple, sont très courbés, très peinture française, le 19e, etc. Et beaucoup de peintres russes, il y a beaucoup de peintres russes à la fin du 19e qui ont été envoyés dans tout le pays pour faire une espèce d'état des lieux du pays, donc j'ai beaucoup regardé ça.
ça, c'est une facture de dessin qui n'est pas animable, trop complexe, trop travaillée, tout ça. Donc, en fait, mon idée à ce moment-là, c'était de dire, si on prend ça et qu'on le fait passer par la moulinette de l'estampe japonaise, avec des aplats, avec des cernés, ça peut donner un truc, voilà. Et celui qui est devenu par la suite le directeur artistique, Julien Grande, à ce moment-là, il dit, mais en fait, il y a des illustrateurs, il y a des graveurs, ça s'appelle le japonisme, en fait, donc, et notamment un illustrateur qui s'appelle le peintre Henri Rivière, et donc, du coup, en travaillant par ça, on est revenu à un truc que j'aimais beaucoup, qui était de se dire, en fait, on va travailler plus sur des graveurs, parce qu'en fait, dans la gravure, il y a quelque chose qui correspond bien à l'univers du livre, en fait, et donc avec le cerné, comme ça, très épais, enfin... Voilà, et voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc pas du tout par des références cinématographiques ou d'animation. J'ai une question assez simpliste parce que je n'ai pas vu le livre. Ok. Spontanément, quand vous avez dit que ça avait pris 5 ans, qu'il avait fallu tout réécrire, tout redessiner, je me dis qu'on a une maîtrise des coûts de production qui part vers l'aléatoire. Et du coup, ça m'interrogeait sur le fait de pourquoi ne pas repartir sur une lecture plus directe du livre, donc le mettre en animation, sans avoir, alors même si le travail est très beau et je vous en remercie, je vous en félicite, mais du coup, ça interroge sur le fait de pourquoi partir sur une histoire qui va durer 5 ans, alors qu'au finalement, on a un travail qui a dû déjà demander beaucoup d'énergie à Grimbert, et qu'on se dit peut-être qu'on pourrait animer quelque chose d'existant. Mais c'est une question très puérile, je l'assume. Alors, je vous confirme. Non, mais je vais répondre. J'ai pas mis 5 ans à réécrire. Hein. L'écriture, elle a été relativement rapide. Je l'ai faite avec Grimbert. Vous pouvez pas juste vous contenter de prendre un livre. Et dans un livre, on va dire, je sais pas, il a mis 5 ans à se rendre compte que sa femme était partie. Je vous dis n'importe quoi. Ça n'existe pas en film. Ou alors vous mettez une image et puis vous avez une voix qui dit il a mis 5 ans et tout ça. Mais en fait, les films avancent avec les scénarios, c'est des actions. C'est des événements et des actions qui s'enchaînent les unes aux autres. La littérature, vous pouvez rentrer dans la tête d'un personnage, vous pouvez développer des choses, vous pouvez faire des digressions, etc. Donc un scénario, ça obéit techniquement à des règles très très différentes de la littérature. Vous pouvez faire un livre passionnant de 600 pages sur un type qui va de sa chambre au salon. Ça peut être génial si le mec il part dans... Ça peut être formidable. En film... C'est plus compliqué. Donc voilà. Après, sur les coûts de production, là où vous avez raison, c'est qu'en vrai, c'est une folie de partir dans des projets comme ça. Mais comme tous les films, quand on les a finis, on se dit, mais si j'avais su, je n'aurais pas été. Heureusement que je ne savais pas. Mais il faut être insouciant pour faire des films. Et en plus, insouciant avec l'argent des autres. Donc... Sur la musique, le choix de la musique, qui est très présente. Alors, sur le choix de la musique qui est très présente, j'ai travaillé avec Alexandre Desplat, qui est un des, à mon sens, un des plus grands compositeurs français. Il y en a beaucoup. On a une grande tradition de compositeurs de films en France depuis bien longtemps, enfin de Maurice Jarre, Georges Delerue, enfin Duhamel. On a des grands et Desplat fait partie de cette lignée-là. Il me semblait que c'était vraiment le compositeur idéal parce qu'il peut à la fois faire des choses, je dirais pas fantastiques, mais un univers très onirique comme ça, et puis il peut faire des ruptures, il sait faire beaucoup de choses. Moi, je trouvais que ce film, je l'ai toujours vu assez musical. D'une manière générale, je trouve que au cinéma, pour moi, l'émotion est plus forte quand il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire quand le spectateur fait le travail et comprend par lui-même des choses. Voilà. Mais la musique aide énormément et la musique souligne, emmène. Voilà, donc je suis très content du score de Desplat.
Je voulais introduire une comparaison. Je ne sais pas si vous avez pensé à Valse avec Bachir en réalisant le film, parce que on peut montrer beaucoup de choses à travers le dessin, et en même temps, ça doit être très compliqué de faire des choix. Qu'est-ce que je peux montrer? Qu'est-ce que je ne montre pas? Est-ce que vous avez eu des débats dans l'équipe par rapport à l'écrivain, donc M. Grimbert? Comment travailler autour d'un sujet aussi grave pour montrer, pour trouver le juste équilibre et produire un travail artistique qui touche avec une efficacité incroyable. Merci. Merci à vous. Alors, Valse avec Bachir, non, je n'ai pas du tout pensé à ce film-là. Les débats avec l'équipe, non plus, parce que faire un film, c'est tout sauf une démocratie. Donc, ça ressemble plutôt à... Non, alors, il y a un côté anarchie et il y a un côté quand même dictateur éclairé, quoi. Donc, voilà. En revanche, des débats avec Grimbert, bien sûr, parce que quand on a travaillé sur l'adaptation, alors en plus c'était une année de canicule, et lui il devait déjà avoir 81 ans, je pense, et il était dans une période très difficile en plus de sa vie, très douloureuse, donc... mais pour vous dire l'humour du gars, par exemple, j'allais le voir, je savais qu'il allait vraiment pas bien, donc j'évitais de lui poser la question ça va quand quelqu'un ne va pas bien, et c'est toujours délicat cette question, mais des fois elle vous échappe. Donc je lui disais ça va, il me disait non, et toi? Et donc voilà. Alors lui il me disait écoute, je l'ai écrit moi, je l'ai écrit cette histoire, je l'ai déjà écrite, j'ai pas envie de la réécrire, ce que je comprenais. En revanche, j'allais chez lui et puis on parlait énormément. Et en fait, et je lui faisais lire des trucs. Et là où il m'a beaucoup aidé, c'est d'abord en me guidant, en me disant... par exemple, au début, j'ai eu une tendance un peu trop didactique, parce que évidemment, j'ai fait mes devoirs, j'ai beaucoup lu sur les camps, j'ai été à Auschwitz, j'ai refait toute cette... toute cette approche, comme un réapprentissage dans la logique de faire ce film-là. Et du coup, j'avais un peu envie, pas d'étaler ma science, mais de dire des choses sur les camps qu'on n'entend pas forcément, que les gens ne savent pas forcément. Et en fait, il m'a dit, écoute, c'est pas notre boulot, en fait, on n'est pas prof. Moi, j'ai juste raconté une petite histoire. Lui, son truc, c'était de me dire... c'est ça qui m'a décidé, parce que j'hésitais quand même au début à me lancer dans cette aventure, et il m'a dit un truc très simple, il m'a dit, tu sais, moi, je voulais juste montrer que même dans la pire des merdes, il peut y avoir des belles choses. Et en fait, ça m'a complètement éclairé sur où devait aller... Quand vous avez une direction, c'est beaucoup plus simple de travailler, parce que toutes les choses doivent converger vers la même direction. Et en fait... comment ça se traduit en termes de personnages et de construction de scénario, cette petite phrase de Grimbert, ça se traduit on a tous le choix, quelle que soit la situation. Il y a un moment où on a tous le choix, et en fait, il y a des gens qui font les bons choix. Et je pense, si on me demande, je suis toujours gêné quand on dit c'est un film sur la Shoah, je dis non, c'est pas du tout un film sur la Shoah. Si on devait le définir, ce serait un film sur les justes. Et un film sur les justes, ça veut dire un film sur les choix, et sur les choix qu'on fait, quelle que soit la situation. Et donc, mais ces débats-là, honnêtement, je n'allais pas les avoir avec les gens de l'équipe. Surtout que les gens de l'équipe, c'est pour la plupart des graphistes, et c'est tous des autistes, les graphistes. Donc, il y a des graphistes ici, oui, toujours les mêmes, les trois autistes. Hein, non, mais je le sais parce que je suis dessinateur aussi, donc je sais très bien ce que c'est que de s'enfermer dans une bulle, et puis et voilà. Je le dis avec beaucoup de tendresse. Oui, bonsoir, monsieur. Trop près, le micro. Non, toi, ça va, mais... Oui,
bonsoir, monsieur Hazanavicius. Merci beaucoup pour cette expérience. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir fait les OSS 117 parce que ce sont des films qui m'ont marqué, mais pour différentes raisons. Ma question, ça serait sur... vous avez parlé de coming out sur ce film. Vous avez parlé du fait que vous avez été dessinateur depuis votre enfance. Est-ce que vous pensez continuer sur cette voie? Est-ce que vous pensez continuer à faire des films d'animation? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Si vous voulez, j'ai pris quand on me demande, par exemple, est-ce que vous avez pris du plaisir, j'ai envie de faire une réponse un peu de marathonien, quoi. C'est-à-dire, oui, mais c'était long quand même. C'était dur. C'est-à-dire que c'est une notion de plaisir qui est un peu... oui, sur ces sports de souffrance, quoi, cyclistes, marathoniens et tout ça, c'est pas... Quand on fait un film en prise de vue réelle avec des acteurs, en fait, c'est un sprint. On tourne pendant, je sais pas, 2 mois. Donc, on se donne à fond, puis après, voilà. Là, on se donne à fond sur vraiment longtemps. Donc, j'y retournerai peut-être pas tout de suite. En revanche, c'est vrai que le médium, enfin, le médium animation, il offre énormément de possibilités. Il est hyper intéressant à travailler. Quand vous tournez... En fait, c'est comme si vous avez la porte du film est un peu ouverte, c'est-à-dire vous allez dehors, bon, il fait beau, il fera beau dans la scène. Il y a des beaux nuages noirs, il y aura des beaux nuages noirs dans la scène, mais en fait, vous ne décidez pas de tout ça, quoi. Les immeubles, vous ne décidez pas de tous les immeubles, vous prenez un peu ce qu'il y a, quoi. Là, vous faites tout. Il n'y a pas un élément qui n'est pas décidé. Tout est décidé, choisi, pensé. Donc ça, c'est quand même assez... c'est assez satisfaisant. Enfin, le jouet, il est plus riche, quoi. Il est un peu plus complexe que normalement. Après, les acteurs m'ont manqué, quand même. J'aime bien, j'ai beaucoup de tendresse pour les dessinateurs, les gars, mais les acteurs, c'est un peu plus marrant, quoi. Par rapport au choix du français pour les personnages qui ne sont pas français en fait, moi j'y ai vu, notamment dans la recherche de l'universalité à travers le conte et quelque chose comme ça, j'ai apprécié que ce ne soit pas quelque chose sous-titré et voilà. Et je voulais savoir si ça avait été une réflexion de votre part, vu que quand les Russes arrivent, on ne les comprend pas. Lui-même, quand il ne comprend pas le polonais quand il arrive. Voilà. Et est-ce que c'était une réflexion de votre part de faire ces personnages parlant français? En fait, il n'y a même pas eu de vraie réflexion parce que tout est affaire de convention, en fait. C'est-à-dire le cinéma, ce ne sont que des conventions. C'est-à-dire, là, vous avez vu des dessins bouger et en fait, dès le début, vous l'avez accepté. Vous avez dit, ok, c'est un bûcheron. En vrai, c'est pas un bûcheron, c'est des dessins qui sont... Voilà. Sur le choix de la langue, c'est pareil. Je vous ai proposé dès le début que ces gens-là parlaient français. Et normalement, vous l'acceptez parce que c'est la convention. Sur l'histoire des Russes, là, il y a eu un peu plus de débat parce qu'il y avait une très bonne réplique de Grimbert dans le livre, et ça m'a un peu fait mal au cœur de la perdre. C'est quand le soldat russe tue le personnage qu'on appelle Gueule Cassée, il le regarde comme ça, il le soulève, il regarde et il repart et il dit à ses collègues, un vieux moche. Voilà. Et donc je trouvais que c'était une belle fin de personnage, enfin bien belle, émouvante en tout cas. Mais après il y a une longue scène où il parle et tout ça, et ce qu'il dit n'est pas très intéressant. Il dit ça va aller, je vais vous donner de l'eau. Enfin c'est des trucs où je trouvais qu'on perdait beaucoup en émotion à lire quelqu'un qui dit des banalités, alors que c'est pas du tout ça qui est important. Et en plus de ne pas lire, je trouve, nous met complètement avec le personnage, que le personnage ne comprend pas. Donc il est dans cette situation
d'incertitude, voilà, de non-compréhension de ce qui se passe. Et donc voilà, donc je trouvais que c'était une manière d'être plus proche des personnages. Donc il y a eu débat parce qu'on perdait une bonne réplique, mais on gagnait en adhésion au personnage. Donc voilà. Je trouve qu'en tout cas, on adhère effectivement au message universel parce que c'est en français. Moi, j'ai apprécié ça. En tout cas. Mais le français, mais c'est aussi la forme du conte, qui est évidemment le choix de Grimbert. L'animation participe à ça, mais même dans le texte réellement, c'est-à-dire que le mot juif ou le mot nazi ne sont pas du tout prononcés dans le film. C'est aussi une manière d'une certaine manière, de ne pas réduire cette histoire qui a une valeur au même titre que le génocide rwandais ou arménien ou d'autres. C'est ne pas la réduire à ça. Elle a une valeur au niveau de l'histoire de l'humanité. Donc c'est vrai que le conte permet d'une certaine manière cette hauteur de point de vue, quoi. Oui, bonsoir. Moi, je souhaiterais savoir, ayant vu de manière fugace au générique qu'il était question d'un travail préparatoire au théâtre de l'Épée de Bois, si vous travaillez réellement en amont avec des vrais comédiens avant de tourner, enfin, de filmer les scènes dessinées. Alors oui, mais c'est pas, je crois pas que ce soit une pratique tout à fait répandue. En fait, moi, dans mon processus d'écriture, il y a le scénario, il y a le tournage, et après, il y a le montage. Et le montage, c'est vraiment la fin de l'écriture pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment l'écriture filmique, où vous agencez les choses pour recréer une grammaire de chaque scène. Et dès le début, je me suis dit, mais en fait, dans l'animation, moi, je ne vais pas avoir de montage. Et ça va me manquer énormément. Donc, je peux toujours prévoir un découpage qui va être précis, etc. Mais je n'aurai pas cette partie de l'écriture qui est la mienne depuis toujours. Donc j'ai voulu, mais on l'a fait en 15 jours, j'ai eu pratiquement tout le temps 2 acteurs, et puis j'ai eu 2 jours avec une petite fille, et puis 2 jours avec 3 figurants. Et on était dans un théâtre qui était effectivement le théâtre de l'Épée de Bois, la Cartoucherie. Donc je ne sais pas, pour ceux qui connaissent la Cartoucherie, c'est un lieu où il y a plusieurs théâtres, il y a une grande esplanade, et on est à côté du bois de Vincennes. Donc j'ai pu aller tourner des choses qui se passaient dans la forêt, des choses qui se passaient dans des lieux, avec un peu de circulation, des intérieurs, et j'ai tout tourné de manière à tout monter et vraiment aller au bout de l'écriture. Et après ça, cet objet-là, tout coûte cher en animation. Donc je savais que j'avais le droit à 75 minutes d'animation, mais pas 76. J'avais le droit à 75. Donc j'ai pu réduire mon film et le formater, le mettre au gabarit de 75 minutes pour bien équilibrer le récit, faire des essais, parce que quand vous travaillez avec des acteurs, tout d'un coup vous allez faire une scène, l'évidence, le premier réflexe va être que la personne est triste, admettons. Mais tout d'un coup, vous travaillez avec un acteur, et puis vous dites, mais fais voir si tu fais tout, mais avec un sourire, voilà. Et puis vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus fort, parce qu'en fait, le spectateur sait qu'il est triste, mais il voit quelqu'un sourire. Alors, mais ça, vous ne pouvez que l'essayer au montage pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc ça m'a permis d'intégrer ça, et à partir de là, on a pu sortir un storyboard de ce film qui est à regarder complètement absurde, parce que vous avez un type qui est habillé en bûcheron, mais au milieu du bois de Vincennes, donc vous avez un bus de la RATP qui passe, derrière il y a des joggers qui regardent comme ça la caméra, enfin le film est complètement absurde, mais le récit fonctionnait avec ça. Ça a pu aussi servir pour des dessins de masse, de drapés, de plissés, etc., comme une référence. Mais ça n'a jamais servi de... Enfin, les personnages sont pas assez réalistes pour que il n'y a jamais eu de calque ou de choses comme ça. Ça a été une référence voilà. Mais en règle générale, dans les productions plus classiques, les animateurs se filment ou vont chercher des références sur Internet, etc. Ils se filment, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des références, c'est plus simple, on gagne du temps. Voilà. Bonjour. J'ai cru que c'est vous qui alliez parler, je me suis dit, voilà, la voix qu'elle a. J'avais une question, c'était, est-ce que c'était une évidence, j'ai du mal à parler en montrant un écho,
Est-ce que c'est une évidence pour vous d'avoir fait ce film en animation, ou vous avez réfléchi à le faire en prise de vue réelle? Non, ça a été hors de question de le faire en prise de vue réelle, pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure avec madame. Je pense que d'autres réalisateurs le feront. Il y en a sûrement qui vont le faire très très bien. Moi, en tant que spectateur, je suis très gêné parce que je vois leur chance. C'est-à-dire, je sais que des gens font semblant d'être des déportés, mais je sais qu'il y a la cantine qui est pas loin, ils ont du café, ils sont payés. Et tout d'un coup, ce qu'on appelle la suspension, le principe de suspension de l'incrédulité, tout d'un coup, pour moi, dans ce cas précis, ne fonctionne plus. Je n'arrive plus à être incrédule quand je vois des gens qui font semblant de... Voilà. Donc l'animation, encore une fois... Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire qu'on rentre dans les camps, dans ce film, on rentre dans les camps, et si on veut montrer ou représenter ce qui s'est réellement passé dans les camps, je pense que les 3/4 de cette salle seraient vides aujourd'hui, parce que c'est tout bonnement insupportable à regarder. C'est trop choquant, en fait. Moi, je fais du spectacle, je ne suis pas là pour traumatiser les gens. A fortiori, quand on fait un conte qui s'adresse aussi à des enfants, ça vous force à du tact et à de la délicatesse. Vous ne pouvez pas traumatiser les gens, mais a fortiori les gamins. Et donc, si vous ne montrez pas ce qui s'est passé, si vous montrez autre chose, vous faites une version édulcorée des camps, ce qui n'est pas bon non plus, parce que vous ne pouvez pas dire non plus que c'était bon, voilà quoi. Il s'est passé des choses horribles. Donc le dessin et le dessin animé, pour moi, était la seule voie possible, si vous voulez, c'est la suggestion. Et dans cette idée de suggestion, c'est vrai que le dessin est la seule, pour moi, je ne parle que pour moi, c'était la seule voie possible. Donc je vous dis, là par contre je m'engage vraiment, je ne ferai pas de film en prise de vue réelle qui se passerait dans des camps, ça c'est sûr et certain. Du coup c'est moi, j'ai pas une voix si grave que ça je crois, mais bonsoir, félicitations. J'avais une question par rapport... j'avais plein de questions sur le montage, mais du coup, vous avez un peu bien répondu. C'était par rapport... en fait, il y a tout un passage au moment où le prisonnier il s'effondre avec plein de dessins qui changent vachement de la directive artistique du reste du film. Et du coup, je voulais savoir pourquoi ce choix, qui est très intéressant, un peu flippant, mais c'est vraiment très très beau et très puissant, je trouve. Donc voilà, merci. Moi, je vous en prie. Alors, ces dessins, c'est les seuls dessins directs que j'ai fait, moi, totalement. C'est-à-dire, ils n'ont pas été redessinés par d'autres, etc. Donc, c'est des dessins au fusain que j'ai fait moi. Dans l'histoire que moi je me raconte, en fait, comment dire, le personnage a un niveau d'insupportable qui fait qu'il se jette dans le charnier qu'il est en train de faire, et donc il va dans le royaume des morts. Ce n'est pas dans le livre, mais c'est aussi un truc que j'ai changé du livre. Dans le livre, en fait, quand il retrouvait sa fille à la fin, la petite, elle lui souriait, et puis lui, il partait. Mais c'était, voilà, c'est à peu près, je simplifie, mais en termes d'action, c'est à peu près ça. Et donc, pour moi, je le comprenais, mais je trouvais que c'était pas incarné de pourquoi ce type qui a réussi à survivre, peut-être juste parce qu'il y a la possibilité que sa fille soit encore en vie, pourquoi il ne la prenait pas et pourquoi il ne partait pas avec. Et donc, l'histoire que je voulais raconter, c'est qu'en fait, tout d'un coup, il se voit et il comprend qui il est devenu et ce par quoi il est passé. Mais pour ça, il fallait donc inventer cette scène de se voir, et aussi donc une autre manière de lui donner le choix, parce qu'il a une femme que la petite croit être sa mère, et lui qui ressemble à un fantôme, et donc la petite a le choix, lui il a le choix, il fait ce choix-là. Mais pour que ce soit clair, il fallait aussi qu'il ait été très très loin dans l'horreur, qu'il l'ait touché. Et donc je voulais qu'il passe comme ça par le royaume des morts. Et donc le royaume des morts, au-delà des visages, etc.,
c'est aussi, dans l'idée, on passe de dessins animés à des dessins non animés, c'est-à-dire des dessins qui ne bougent plus, qui sont figés. Et le truc vient un peu... Bon, alors il y a l'idée de l'accumulation, etc., qui est très propre au camp, mais qui est aussi... qui viennent d'un voyage au Rwanda que j'avais fait il y a très longtemps, où j'avais vu comme ça des amas de crânes qui étaient enfin un truc complètement saisissant. Donc cette image, elle vient un petit peu de là. Et donc voilà, donc il fait ce passage-là. Et ce qui fait aussi qu'après, je le dis, mais je ne sais pas, peut-être c'est complètement évident, et je paraphrase le film, mais après, il est traité comme un fantôme, avec comme un suaire. Il y a des moments où j'ai enlevé les pieds aussi, on ne voit pas vraiment, mais il marche, il n'a même pas de pieds. En fait, c'est comme une espèce de fantôme qui erre comme ça, parce qu'il revient des morts. Et donc, ayant fait ce trajet-là, c'est ce qui fait qu'il ne peut pas s'imposer à cette petite fille qui pense avoir une maman, quoi. La même chose, hein, des félicitations extraordinaires pour avoir rendu quelque chose de visuel sur un roman qui est très fantasmé, en fait. Et vous remercier d'être venu surtout, car ce genre de soirée, de débat, de dialogue permet d'ancrer profondément le souvenir de ce qu'on a vu, qui ne pourrait être qu'un visionnage parmi de nombreux films que l'on voit, et qui là va rester grâce à votre présence. Et donc je vous remercie 1000 fois d'être venu et de nous expliquer tout ce que vous avez réalisé. Alors ma question portait beaucoup plus sur une séquence du film dont j'avais pas mémoire dans le roman, qui est la sortie du camp du papa de la précieuse marchandise, et qui repart tout seul à pied, qui me paraît totalement invraisemblable par rapport à ce qui s'est passé autour d'Auschwitz à ce moment-là. Alors des gens sont partis à pied dans la semaine qui précède le 25 janvier, puisqu'il y a eu la marche de la mort, et donc certains se sont évadés de cette marche et sont revenus tout seuls à pied, effectivement. Mais dans le roman, je ne me souvenais pas que cette séquence existait réellement. Donc, est-ce que c'est vous qui la rajoutez Alors, je ne me souviens plus si c'est dans le roman ou pas. Il y a eu tout un truc. Je sais que j'avais fait une séquence à un moment, mais que j'ai enlevé, mais que j'aimais bien, qui était... et en fait, c'est marrant, parce que depuis, il y a eu Zone of Interest que j'ai découvert, mais en fait, il y avait les maisons des officiers, donc, qui étaient autour du camp, et dans cette séquence, je le faisais sortir du camp. Il allait dans une maison où les gens avaient tout abandonné. Alors il y avait encore des assiettes avec une pomme, un nounours, des portraits, enfin une vie de famille qui était abandonnée. Et en fait, il regardait, il ouvrait il y avait une espèce de petite terrasse, et en fait sur la terrasse, les chaises étaient tournées vers le camp. Et donc je trouvais que c'était une séquence comme ça que je trouvais... Et puis en fait, on l'a enlevé avec Jean-Claude parce qu'on s'est dit, bon, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ça. Dans l'idée du fantôme, j'avais besoin de mettre cet homme seul. Et alors moi, dans l'idée que je me raconte, mais c'est toujours pareil, ce n'est que mon interprétation. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a autant d'histoires que de spectateurs, en fait. Mais pour moi, il remonte les rails comme s'il remontait le temps, en fait, et il revient dans le temps en espérant, et effectivement, il arrive à l'endroit où tout est arrivé, mais dans une sorte d'errance. Et je ne pouvais pas à ce moment-là rentrer dans, effectivement, la description, je dirais, historique, ou la réalité historique de comment se sont passées l'arrivée des camps. Qui en plus, je vais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais quand les Russes sont arrivés pour libérer Auschwitz, les gens étaient dans un état, comme vous avez vu là, c'est-à-dire ceux qui étaient restés, c'est des gens qui avaient le typhus, le choléra, enfin qui mouraient, des mourants. Et en fait, ça ne correspondait pas à l'idée d'une armée rouge libératrice et victorieuse. Et donc, ils ont été chercher des Polonais, qu'ils ont déguisés en déportés. Ils ont fait des fausses images avec des gens qui saluaient... la glorieuse armée soviétique. Mais ce sont des faux. Merci pour ce témoignage, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Et par rapport à ma présence, je voulais vous dire,
c'est surtout votre présence qui est la plus importante, réellement. C'est pas du tout de la démagogie. Merci à vous tous d'être venus. Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais en tout cas, quand le film sera sorti au mois de novembre, n'hésitez pas à emmener les élèves voir ce film, parce que... Plusieurs classes, même. Et plusieurs classes, parce que c'est un film qui peut s'adresser aux enfants, c'est vrai. Un dossier pédagogique, hein. Tu confirmes, Anthony de Studio Canal. Studio Canal, merci d'ailleurs pour cette soirée. Pour Studio Canal. On peut l'applaudir. L'organisation de la soirée. Un grand partenaire de nos belles soirées.